L'extrême droite, dans l'histoire, quand elle met la main sur l'appareil d'État, on sait quand elle commence à le prendre, on ne sait pas dans quel degré de barbarie ça se termine. Alors il faut faire front, ici et maintenant. Alors nationalement, je pense que personne n'a gagné et qu'il faut donc éviter la prétention. L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête de cette élection, suivi d'ensemble le camp macroniste. Le Rassemblement national arrive en tête au premier tour, n'est que 3e. Et enfin, les Républicains maintiennent à peu près leur nombre de députés. Et l'une des forces qui constitue ce nouveau Front populaire, vous le voyez sur ces images, c'est la France insoumise qui jubile. Du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne. Il faut un cap clair. Vient de s'allier avec l'extrême gauche, qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Camarades, notre responsabilité dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est de résister à l'ère du temps. Pour commencer, on va quand même prendre quelques secondes pour se réjouir, parce qu'après avoir eu vraiment très peur, on a été vraiment content du résultat du second tour des élections législatives, où le Rassemblement national, ex-Front national, contrairement à ce qu'avaient pronostiqué les instituts de sondage, et même s'il reste redoutablement menaçant, s'est pris une très grosse tôle. Et parce qu'après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le 9 juin dernier, la gauche parlementaire réunie au sein du nouveau Front populaire a réussi ce qu'il faut bien appeler un exploit, en démontrant que dans les moments de grand danger, elle savait surmonter ses divisions pour empêcher une catastrophe. Et l'une des forces qui constitue ce nouveau Front populaire, vous le voyez sur ces images, c'est la France insoumise qui jubile. Mais une fois qu'on a dit ça et savouré ce moment de grand soulagement, il faut évidemment revenir sur ce qui s'est passé, regarder comment l'extrême droite a pu arriver aux portes du pouvoir et en tirer quelques conclusions urgentes qui concernent notamment notre système médiatique. Et on peut commencer en partant de ce qu'a dit Olivier Besancenot, ex-porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, lorsqu'il a pris la parole place de la République à Paris le 30 juin dernier, au soir du premier tour des élections législatives, pour appeler, je cite, « à résister à l'ère du temps délirant ». C'est de résister à l'ère du temps délirant. Résister à l'ère du temps, a-t-il ensuite expliqué, c'est combattre cette ambiance politique qui a gerbé. C'est l'aberration orwellienne. Il faisait bien sûr référence au fameux roman dystopique de George Orwell, 1984, dans lequel un terrifiant régime totalitaire inspiré du nazisme et du stalinisme s'attaque au langage et subvertit complètement le sens des mots pour mieux asservir sa population. À grands coups de slogans comme « la guerre c'est la paix »,« la liberté c'est l'esclavage » ou « l'ignorance c'est la force ». Dans la France d'aujourd'hui aussi, la réalité est quotidiennement subvertie et les mots ne veulent plus rien dire, a constaté Olivier Besancenot, dénonçant une séquence politique hallucinante. Nous sommes en train de vivre cette séquence politique-là, où on rend, ni plus ni moins, les chômeurs responsables du chômage, où on rend les immigrés responsables du racisme, où on rend les femmes, du fait de leurs actions soi-disant trop radicales, responsables du sexisme. Tout est à front renversé. Et comme une apothéose politique, le rêve de la réaction et des fachos en tout genre, c'est de dire que l'extrême droite serait antiraciste et que toute la gauche serait antisémite. Et tout cela est parfaitement exact, mais on peut même aller plus loin et rappeler que ce ne sont pas seulement la réaction et tous les fachos, comme dit Besancenot, qui sont ici en cause. Bien au contraire, l'extrême droite n'a eu qu'à se pencher pour cueillir ce qui avait été planté par d'autres, par ceux qui ont participé pendant des années, à grands coups de manipulation et de trucage, à sa dédiabolisation. C'est bien sûr Emmanuel Macron qui a œuvré le plus activement à ce remplacement de la réalité par une vérité alternative, dont nous savons donc depuis Orwell et quelques autres qu'elle est une marque du totalitarisme. On a beaucoup répété dans cette chronique depuis 2 ans que le président de la République française était un menteur pathologique. On a même eu l'impression parfois qu'on tournait un peu en rond, à force de dresser semaine après semaine la liste jamais finie de ses bobards les plus énormes et les plus grossiers. Mais il est important de bien mesurer que cette politique du mensonge, érigée en mode de gouvernement,
était un magnifique cadeau offert à l'extrême droite et qu'elle a sans doute compté pour beaucoup dans les récents succès électoraux du Rassemblement national. Car bien sûr, c'est principalement l'extrême droite qui ne prospère que dans la falsification de la réalité et l'invention de dangers imaginaires, lorsqu'elle prétend par exemple que l'immigration serait responsable de tous nos malheurs ou que l'islam cherche à nous soumettre, qui profite de ce brouillage général des repères permettant de distinguer le vrai du faux. Il y a donc objectivement une urgence. Et c'est pour ça que j'avais fait une proposition de loi de lutte contre l'islamisme, l'idéologie islamiste. Il faut l'éradiquer. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est le Rassemblement national, parti cofondé par un Waffen-SS et un milicien, qui a directement profité de certaines déclarations particulièrement extravagantes du chef de l'État français, quand par exemple Macron a interdit à son ex-première ministre Elisabeth Borne, au mois de mai 2023, de rappeler l'héritage pétainiste de ce parti, ou quand, beaucoup plus récemment, il a soutenu lors de sa conférence de presse du 12 juin dernier que la France insoumise, faussement présentée comme un parti d'extrême gauche, s'était, je cite, rendu coupable d'antisémitisme. Extrême gauche, qui s'est durant la même campagne rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Les macronistes n'étaient bien sûr pas seuls à lancer de telles calomnies. La presse et les médias ont très activement participé à ce dénigrement. Les chaînes de propagande ultra-réactionnaires du groupe Bolloré, par exemple, après avoir offert pendant des années une tribune à l'éditocrate Éric Zemmour, qui aime brailler qu'il n'est pas complètement convaincu que le capitaine Dreyfus était innocent ou que Pétain a sauvé les juifs français, ont très complaisamment relayé les pires accusations d'antisémitisme lancées contre la gauche. Mais on aurait tort de croire que les médias de Bolloré sont seuls en cause. Des journaux qui sont toujours considérés comme plus respectables ont également colporté ces ignominies. C'est le cas du Figaro, du groupe Dassault, qui a notamment publié le 22 juin dernier une tribune de Marine Le Pen, ex-présidente du Rassemblement national, dénonçant sans rire, je cite, « les abjections de la gauche sur l'antisémitisme ». De la même manière, le journal Le Monde, fort de sa prestigieuse réputation de quotidien de référence, a très activement participé à ces attaques contre la gauche, en publiant notamment le 21 juin une tribune dont les signataires soutenaient, je cite encore, qu'une partie de la gauche radicale avait disséminé un antisémitisme virulent et subverti les valeurs qu'elle prétend défendre. On sait ce qu'a été le résultat concret de cette instrumentalisation du combat contre l'antisémitisme et de cette réécriture de la réalité par les macronistes et les médias dominants. Même si elle n'explique bien sûr pas tout, cette campagne a évidemment aidé le Rassemblement national à s'imposer dans les urnes le 30 juin, à l'issue du premier tour des législatives, comme le premier parti de France. On sait aussi que la vérité a repris ses droits entre les deux tours de ces élections, quand il est devenu impossible, même pour ses auxiliaires de presse les plus zélés, de faire semblant de ne pas voir que le Rassemblement national avait investi plusieurs dizaines de candidats et de candidates antisémites, racistes et xénophobes, et que dans la vraie vie, ce n'est donc pas la gauche qui est antisémite, mais bien l'extrême droite, aujourd'hui comme hier. Et on a vu le résultat concret de ce rétablissement de la réalité dimanche dernier, quand la gauche antiraciste, déjouant donc les pronostics de l'ensemble des instituts de sondage, a remporté à la surprise générale le second tour des législatives. Cette leçon a-t-elle porté ? A-t-elle été retenue ? Absolument pas. Bien au contraire, immédiatement après ce second tour, les mêmes manipulateurs qui venaient donc de passer plusieurs semaines à lancer des accusations d'antisémitisme diffamatoires et mensongères contre la gauche ont recommencé leur trucage pour prétendre cette fois-ci que cette spectaculaire victoire n'était pas du tout une victoire. L'éditocrate Raphaël Enthoven, qui dispose d'un rond de serviette dans la plupart des rédactions mainstream, a confectionné un post expliquant très sérieusement que personne n'avait gagné. Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient face à face au second tour, ce qui n'a aucune chance d'arriver du fait de Mélenchon, et si le vote blanc était impossible, si il était interdit de s'abstenir, si le vote était obligatoire, bref, si on n'avait pas le choix, s'il fallait mettre l'un des deux bulletins dans l'urne, quoi qu'il arrive, je me dirais, sans y croire, plutôt Trump que Chavez, et je voterai pour la première avant d'entrer en résistance. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, a quant à elle décrété que les Français n'avaient, je cite toujours, pas choisi la gauche, pendant que Guillaume Tabar, rédacteur en chef de ce journal, regrettait en toute simplicité, dans un post publié le 8 juillet, la dédiabolisation des amis de Jean-Luc Mélenchon.
L'éditocrate radicalisé Bernard-Henri Lévy, doublant le Figaro par la droite, est allé un peu plus loin encore en décrétant dans l'hebdomadaire subventionné Le Point qu'il fallait, je cite, « diaboliser Mélenchon ». Jean-Pierre Raffarin, dont quelques personnes âgées se rappellent peut-être que s'il a été nommé Premier ministre par Jacques Chirac au début du siècle, c'est parce que des millions d'électeurs de gauche avaient voté pour ce dernier au second tour de la présidentielle de 2002 pour empêcher déjà une victoire du Front National, a proclamé de son côté que ce n'était pas le programme du nouveau Front populaire qui avait été élu. Et comme souvent, c'est Gérald Darmanin, le très droitier ministre macroniste de l'Intérieur, qui trouve Marine Le Pen trop molle, qui a remporté la palme de la falsification en décrétant finalement que le Front populaire n'avait, je cite, pas gagné les élections. Alors nationalement, je pense que personne n'a gagné et qu'il faut donc éviter la prétention. Dans la majorité, bien sûr, comprendre pourquoi une partie de... Moi, j'ai une pensée pour les députés battus. Ils ont été aussi battus parce que nous n'avons pas su faire tout ce qu'il fallait. Et puis, il y a aussi, évidemment, à regarder que personne n'a gagné ce soir. Le Rassemblement national a perdu et également le Front populaire. En somme, immédiatement après que la gauche, en dépit de la gigantesque campagne de calomnie et de diffamation dont elle était la cible, a réussi en 3 semaines l'exploit d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, les mêmes truqueurs dont les manipulations incessantes avaient favorisé l'essor de cette même extrême droite ont recommencé à mentir, toujours plus effrontément, et vont jusqu'à nier la réalité de cette victoire du camp progressiste. Cela signifie très concrètement, et pour revenir à l'intervention d'Olivier Besancenot évoquée au début de cette chronique, que l'urgence pour la gauche est aujourd'hui d'en finir avec le mensonge et de rétablir le sens des mots et des réalités qu'ils désignent. Elle va donc devoir s'attaquer notamment à la question des médias et les rappeler à quelques évidences. Comme celle-ci, par exemple. Les autorisations d'émettre qui ont été accordées aux radios et aux télévisions du groupe Bolloré et qui font ces jours-ci l'objet d'un réexamen par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, leur ont été octroyées en échange de la garantie qu'elles s'acquitteraient correctement et honnêtement d'une mission d'information. Sur les 8 dernières années, vous cumulez 7 610 000 euros et 1 euro de sanctions. Alors, on peut enlever les sanctions pour publicité clandestine, 200 000 euros, donc il reste toujours 7 410 000 euros et 1 euro. La chaîne d'après la plus sanctionnée, sur la même période, c'est 380 000 euros. Donc vous êtes vraiment dans une case à part, unique, qui vous est propre. De toute évidence, ces médias, auxquels cette autorité a infligé au cours des dernières années une pluie de sanctions restées sans effet, se soustraient à ce devoir et sont principalement devenus, quoi qu'en disent leurs propriétaires, des organes de propagande au service des droites les plus réactionnaires. De la même façon, la presse écrite est nantie chaque année de millions d'euros d'aides publiques aux frais des contribuables qui ne savent pas toujours que leurs impôts servent aussi à financer cette sponsorisation étatique. En 2023, par exemple, le Figaro, qui ne rate jamais une occasion de psalmodier que les bénéficiaires de l'assurance chômage et des minima sociaux coûtent un pognon de dingue et devraient être mieux contrôlés, a été gavé de plus de 10,5 millions d'euros d'aides publiques. Ces aides publiques, dont la Cour des comptes a constaté qu'elles n'avaient jamais fait la preuve de leur efficacité, obéissent en principe à une exigence précise. Lorsqu'elles ont été instituées, elles avaient pour objectif de permettre à leurs bénéficiaires d'offrir à leurs lecteurs une information fiable pour les aider à participer à la vie publique. Et là encore, il est permis de douter que cette condition soit aujourd'hui parfaitement remplie par les publications qui participent activement à des campagnes de dénigrement de la gauche, instrumentalisant le combat contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. On n'empêchera bien sûr pas les derniers macronistes de raconter des bobards, car le mensonge fait partie de leur ADN. Mais il serait peut-être temps de rappeler à la presse et aux médias que leur mission première est d'informer, en respectant la réalité des faits, et pas d'entretenir jour après jour ce qu'Olivier Besancenot appelle si justement une ambiance orwellienne. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Quelle belle chose, la destruction des mots. Tu n'as pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au pensée directe, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là.